Les passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Nous voici donc à Sabazhaous chez Royal Amin et Youssef Bakkali pour le dernier jour du festival Ibn Battuta des arts numériques, va-t-on dire, qui a été organisé par la Galerie Conil, par Laurent Ferrier et son agence L'Instinct Créateur, Sabazhaous évidemment, et le port de Tangéville. Nous sommes avec Monsieur G, Jean-Marc Gosse, qui est photographe et réalisateur, pour l'instant encore principalement de publicité, formé à l'école Louis Lumière, qui est l'une des plus grandes écoles françaises de formation au métier de la photographie et du cinéma, qui est l'auteur de nombreux films de publicité, surtout, notamment pour la Maison Dior, pour LVMH, mais on le voit aussi dans les Camembert Le Petit et chez Carrefour, et toujours avec une image extrêmement travaillée et sophistiquée. Il fait aussi des films d'artistes ou sur l'art, principalement pour le Centre Pompidou. Nous sommes donc avec un fou d'images qui se plonge désormais dans la création de ses photographies, peintures, on ne sait pas vraiment, avec l'intelligence artificielle. Notamment des séries qui sont Tangerine Dream, qui implique immédiatement Tanger, et Ibn Battuta, là encore, puisque nous avons le voyageur de Tanger. La série Ibn Battuta s'appelle Le Voyage Imaginaire. Jean-Marc Gosse, pourquoi Ibn Battuta ? Si on remonte à la genèse de cette histoire, en fait, l'histoire a commencé avec Tanger, ma passion pour Tanger. Je suis venu pour la première fois à Tanger il y a 15 ans. Je connaissais bien le Maroc, en fait, c'est parce que j'y avais beaucoup travaillé pour y faire des documentaires sur des artistes ou des films publicitaires, mais je connaissais pas cette ville, Tanger. Et en fait, j'ai vu un film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, et ça m'a donné envie de venir à Tanger. Je me suis dit, tiens, ça a l'air une ville étrange, mystérieuse. Et donc, je suis venu à Tanger. Très vite, j'ai rencontré un galeriste, Olivier Conil. On a sympathisé et comme il connaissait très bien la ville, il m'a amené à plein d'endroits. Et j'ai eu vraiment un choc émotionnel pour cette ville et c'est vrai que c'est resté dans mon inconscient, dans mon imaginaire. Et au départ, j'ai commencé par créer une série qui s'appelait Tangerine Dream, qui était vraiment influencée par ce voyage que j'avais eu à Tanger, mais aussi, je dirais, un peu plus large par mon amour du Maroc, de l'Afrique. Et j'ai commencé à faire quelques images. Et puis après, on s'est revu avec Olivier Conil. Et puis, je lui ai montré ce travail. Et il m'a dit, ouais, c'est passionnant, c'est vraiment enthousiasmant, ça m'intéresse, continue. Et puis, on a commencé à parler d'Ibn Battuta, que je ne connaissais pas. On m'a dit que c'était un personnage très important au Maroc, qui était en fait l'équivalent d'un Marco Polo, mais du monde arabe. Donc quelqu'un, un explorateur, un homme curieux, qui a beaucoup voyagé, qui a traversé 43 pays, qui a été à la rencontre des autres civilisations, des autres cultures. Ce qui m'intéressait dans ce personnage, moi, c'était pas du tout, je suis pas un historien, je suis un artiste, entre guillemets, je suis un réalisateur, un photographe. Donc ce qui m'intéressait chez le personnage aussi, c'était dans ses récits, en ayant pas mal discuté avec des personnes qui connaissaient bien son histoire, c'était la partie un peu poétique de son récit, la partie, on va dire, qui était un peu comme un conte, une fable. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il y a des parties comme ça, même les historiens travaillent beaucoup là-dessus, mais ils ne sont pas encore sûrs de toutes les théories qui sont énoncées, tout ce qui est écrit. Je trouvais qu'il y avait là une dimension et un terreau pour vraiment créer quelque chose dans le prolongement de ce que j'avais commencé, de la série Tangerine Dream, mais en l'élargissant et en allant encore un petit peu plus loin. Et j'ai imaginé une série de portraits de personnages que Ibn Battuta aurait pu rencontrer. Je les voulais hauts en couleur, je voulais qu'ils soient représentatifs par ce qu'ils portent, par leurs vêtements, par les attributs du Maroc, de Tanger, mais aussi de l'Afrique, d'autres pays qui avaient été visités. Et je voulais que tout ça ait une dimension vraiment presque surréaliste par moments, où on était entre le réalisme et le surréalisme, pour vraiment dégager beaucoup d'émotions. Et voilà, et c'est parti, et ça a pris de l'ampleur. On s'est dit qu'après, il y avait un espace, on m'avait parlé, Olivier, il m'a dit, il y a un espace qui est extraordinaire et qui n'est pas encore exploité au musée Ibn Battuta.
Et ça serait vraiment l'occasion de faire une première exposition temporaire. Ça ferait sens parce que ça fait écho au personnage tout en donnant une dimension autre que la partie muséale qui, pour le coup, elle est très documentée et qui est beaucoup sur l'histoire. Ça donnerait un volet supplémentaire. Donc on s'est lancé dans cette aventure. J'ai beaucoup retravaillé en ayant ce projet sur cette thématique. Et puis après, je me suis dit, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin que seulement les images. Donc je me suis mis à écrire aussi quelques textes qui accompagnent l'exposition, où l'idée, c'est un peu comme si c'était Ibn Battuta qui parlait à la première personne et qui rencontrait ces personnes dans la rue et qui tout d'un coup les décrivait. Il y avait une espèce d'admiration, d'éblouissement au coin d'une rue. Il voit une silhouette. Alors on ne sait pas si après il rencontre ces personnages, s'il communique avec eux ou seulement s'il les voit passer. Et je trouvais que ça apportait une dimension supplémentaire et poétique. Après, on s'est dit que ce qu'il fallait aussi, c'est d'avoir du son et de la musique. Et ça serait bien d'accompagner cette exposition avec de la musique soufie, parce que ça avait du sens aussi. Parce qu'il y avait toute cette dimension aussi de la richesse, de la quête spirituelle aussi, qui était présente dans tous les voyages d'Ibn Battuta. Et d'essayer de faire une exposition immersive, entre guillemets. Et voilà, et en fait, mon travail était d'être un peu intemporel. C'est que, comme je travaille avec ce qu'on appelle les nouveaux outils génératifs, on n'est pas réellement dans de la photographie, on est plus dans quelque chose qui est entre la photographie et la peinture, comme vous l'avez dit au début. Voilà, en tout cas, pour ce départ de cette histoire. Question phénoménale. Est-ce que tu as lu El Rihla, le voyage d'Ibn Battuta, qui est un livre absolument impossible tellement il est important et il y a de longs passages qui traînent en longueur quand même? Honnêtement, non. J'ai lu des extraits, j'ai lu beaucoup de choses sur lui, j'ai regardé un documentaire fiction, j'ai essayé pas mal de me documenter, mais en même temps, je voulais garder une espèce de liberté et je voulais pas me sentir contraint par le poids de toutes ces informations. Je voulais garder vraiment la liberté de mon imagination. Pour moi, c'est comme un hommage, mais justement, je voulais que ça soit un hommage totalement libre. Mais je pense que je continuerai à prendre des choses sur lui. Puis on était pris un peu par le temps aussi, parce que ça s'est fait assez rapidement, ce projet. Mais voilà, après, j'ai même rencontré c'est le hasard qui a fait ça. Je travaillais avec un tireur photo particulier à Paris, qui est un grand tireur photo et qui travaille beaucoup avec des grands artistes comme JR et d'autres photographes. Et on est amis, et quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a parlé d'un ami à lui qui est franco-marocain et qui travaillait depuis longtemps sur Ibn Battuta. Puis on s'est rencontrés et il était en train de travailler sur un projet où il allait aller dans chaque partie du monde, etc. pour essayer de retourner sur ses traces. Donc voilà, chaque fois que j'ai pu avoir des rencontres qui allaient autour du personnage, je les ai provoqués parce que je trouvais que c'était intéressant, mais j'ai encore des millions de choses à apprendre sur lui. Je pense que je sais rien. Tes personnages, les personnages que tu représentes dans tes images, très souvent rappellent beaucoup plus finalement les personnages de Jim Jarmusch, de Only Lovers Left Alive. Il y a une dimension fantastique à la Star Wars quasiment, qui évidemment n'est pas historique par rapport au récit d'Ibn Battuta. Ah, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai pas forcément pensé à ça, à Jim Jarmusch, quand je les ai créés. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? La façon dont les deux vampires sont habillés en cafetan, de façon très sophistiquée. Oui, peut-être qu'il y a chez moi, alors je pense dans ces personnages et dans l'image qu'ils dégagent et dans la façon dont je les ai travaillés, il y a certainement des choses qui ressortent de mon passif de cinéaste et de réalisateur et aussi d'hommes passionnés par le cinéma et le cinéma indépendant, Jim Jarmusch. Et c'est sûr que, oui, ce film, il a dû m'influencer aussi sur l'esthétique. Mais je suis très esthète à la base, donc dès que je fais des images, tout compte, chaque détail compte. J'attache autant d'importance aux détails d'un tissu qu'à la lumière, qu'à la pose du personnage. Il y a plein d'univers qui se mélangent, en fait, je pense. Parce que je suis très attiré par tous les arts. Donc je pense que quand on creuse dans les images, il y a de la mode, une forme de passion pour la mode. On peut retrouver des choses qui rappellent la mode. Il y a l'art, ce qu'on peut retrouver dans les inspirations, dans les matières ou les accumulations, ce qu'on y trouve. J'ai beaucoup d'influence sur les artistes d'art brut. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Tanger et que je suis allé à la galerie Éconil, ce qui m'a plu, justement, il y avait beaucoup d'artistes d'art brut. On avait la même passion, donc j'étais un peu collectionneur d'art brut. Et on a beaucoup échangé là-dessus. J'ai acheté
une artiste qui était française, mais qui est exposée à la Galerie Conil, qui s'appelle Evelyne Postic, qui est dans une galerie new-yorkaise dédiée à l'art brut, à l'outsider art, on dit en américain. Après, j'ai acheté d'autres artistes aussi. J'ai acheté Omar Mafoudi, mais j'aimais bien tous ces artistes un peu singuliers, ou comme Warzaz. Maintenant que je commence un peu à connaître, que je trouve un personnage fascinant, quoi. Donc il y avait cette attirance de mélanger plein de choses. Donc il y avait à la fois le cinéma, il y a certainement la photographie, il y a la mode, il y a peut-être un peu de design, il y a tous ces arts qui me nourrissent, qui se retrouvent insérés dans l'image. Puis c'est vrai, je peux pas m'empêcher de faire des images très 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 esthétiques, ça c'est sûr. Et d'une extrême sophistication, ce qui fait qu'on est très loin de l'art brut finalement. On est plus près du pop art de Hassan Hajjaj très ludique ou du baroque maniériste que de l'art brut, évidemment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Surtout baroque maniériste, je trouve que c'est assez ça, parce que je suis très influencé par le baroque. Où on retrouve l'art brut, ça serait plutôt dans le... En fait, il y a deux choses, c'est marrant, c'est que l'art brut est venu presque me décomplexer de ma façon de créer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dessinais, je peignais, je faisais des choses que je montrais aussi à Olivier, mais je me trouvais jamais totalement légitime, je sais pas, où je faisais des complexes par rapport à ce que j'aimais et ce que je voyais dans les musées ou dans les galeries. Et puis c'est l'art brut où les artistes font aucun calcul et ils créent vraiment par nécessité, qui m'a donné envie de recréer et qui m'a libéré. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait aimer l'art brut. Et puis ici quand même il y a des choses, mais du coup que j'ai rendues moi peut-être précieuses, mais quand même on retrouve ça chez les artistes d'art brut. Ils prennent parfois des matières qui sont très pauvres et ils arrivent à faire des œuvres qui deviennent presque très riches. On a l'impression que c'est des bijoux ou des joyaux, alors qu'à la base, c'est des capsules, des pelures de pommes de terre. Et je l'ai quand même inséré dans des choses que portent mes personnages. On les retrouve avec des colliers de fruits, des choses qui font partie de la culture aussi africaine, marocaine, mais qui, pour le coup, deviennent princiers, un peu deviennent des choses précieuses. On est loin des pelures de pommes de terre quand même. On est loin des pelures de pommes de terre, mais quand on regarde bien, il y a certaines images où il y a des fruits pourris, il y a des choses comme ça où j'ai pas encore essayé la pelure de pommes de terre, mais peut-être ça va venir. Là, on a un poulpe devant nous, un monsieur, un très bel homme noir qui porte un poulpe. Je suis né au bord de la mer et j'aime beaucoup en fait tout ce qui vient de la mer. Donc on retrouve des coquillages dans les personnages, sur leurs vêtements. Et le poulpe, pour moi aussi, c'est un animal qui m'a toujours un peu fasciné. C'est comme un alien baroque. Et je trouvais ça intéressant de faire tenir par des personnages. Il existe même dans la broderie du manteau du personnage qui tient ce poulpe. Puis c'est aussi, quand je vais à Tanger, j'adore aller au marché aux poissons, quoi. C'est vraiment un endroit que j'adore. Il y a des natures mortes incroyables. C'est fascinant, quoi. Tout ce qu'on voit au marché aux poissons, c'est... En fait, c'est ce que j'ai retrouvé beaucoup au Maroc et j'ai essayé de retranscrire aussi dans mes images, c'est qu'il y a des installations plastiques dans la rue, involontaires, souvent au Maroc. Des espèces de happening artistiques populaires en fait, de gens qui font des choses avec leurs moyens comme ça, mais sans penser vouloir faire des chaises enrubannées, posées dans la rue que j'ai photographiées. J'ai fait une série là-dessus qui sont un peu étonnantes, des personnages dans leur carriole qui amassent des choses très anachroniques. Il n'y a pas de calcul entre les couleurs, c'est de la nécessité, mais en même temps c'est fou quoi, parce qu'il y a des choses qui deviennent très plastiques et qu'il faut regarder du coup aussi les choses ordinaires d'une autre façon. Ça se répond, on fait de l'art avec, on montre que c'est merveilleux, puis après on regarde la vie autrement, et ainsi de suite, c'est un aller-retour. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans l'art, c'est ce côté, j'oublie toujours la phrase, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et je trouve ça superbe quoi, comme phrase, c'est vraiment ça. Et après on voit de l'art partout, une fois qu'on a commencé à comprendre que ça existe partout en fait. Revenons à tes portraits. Si on n'est pas Agnolo Bronzino ou un artiste maniériste du Quattrocento, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de l'intelligence artificielle pour arriver à de tels résultats ? Oh la question. Enfin, en tout cas moi j'étais photographe et je pouvais pas le faire sans l'intelligence artificielle. On dérange un peu quand on fait de l'intelligence artificielle. Ça fait entrer des polémiques tout de suite. Et pourtant moi je suis complètement partie prenante parce que je suis pas quelqu'un qui vient de nulle part et qui fait de l'intelligence artificielle. Donc je suis photographe, je suis réalisateur, je travaille en équipe. Et en plus, en travaillant pour la publicité, c'est forcément d'une très très grande exigence, techniquement en tout cas. Bien sûr, c'est ce qui m'a forgé, c'est le côté intéressant de la publicité. Même si on vend des produits,
il y a un souci de l'exigence très très fort. Et ça, je l'ai répercuté dans tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que même les films d'artistes, les documentaires, j'ai autant travaillé la forme que le fond. Et le peu de fiction que j'ai fait, je l'ai fait aussi dans ce sens-là. Je travaillais autant la forme que le fond, mais toujours avec une forme qui va dans le sens du message du fond. Et par contre, pour répondre à ta question, je pense que il y a des artistes que j'aime beaucoup, alors je vais pas forcément leur nom comme ça tout de suite en tête, mais qui font du baroque avec autre chose que de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, moi, je me suis aperçu que c'était vraiment le moyen qui me permettait de transcrire ce côté baroque que j'avais en moi, donc qui vient de mes origines flamandes et de tout ce que j'aime. Il y a vraiment ce côté, j'aime beaucoup la peinture hollandaise. Sur cette série, c'est assez prégnant, mais sur d'autres séries, j'ai commencé après, c'est encore plus fort, quoi. C'est vrai que j'aime bien mélanger ce côté baroque, peinture comme ça, classique, mais avec justement des univers. J'ai un peu mixé tout ça dans cette série. Ça donne quelque chose d'un peu étrange. Il y a un peu d'orientalisme, mais il y a aussi du baroque, il y a du surréalisme. Par moments, il y a du cinématographique. Et c'est vrai que ça, honnêtement, il n'y a que l'IA qui peut le faire. Alors pour un peu ouvrir la question, en quoi par exemple dans la photographie, maintenant l'intelligence artificielle pourrait-elle être légitime? Ce qui me semble être le cas dans ton travail par exemple. Pour pratiquer les deux, justement, je pense que je cerne assez bien les différences entre quand je fais des photos, qui est toujours ma passion, hein, j'adore la photographie, ça a toujours été ma première passion avant le cinéma, et ça le reste toujours. Mais j'avais l'impression quand même, pour faire beaucoup, alors je sais que je vais fâcher peut-être des gens en disant ça, mais je fais tout le temps Paris Photo, depuis 30 ans, je vais tout le temps, depuis que ça existe Paris Photo, mais aux rencontres d'Arles depuis toujours. Donc je connais quand même beaucoup ce qui se fait en photographie. J'ai l'impression d'avoir vu énormément de choses et j'ai pas tant de chocs émotionnels que ça. J'en ai encore, hein, mais ils sont rares. Et à un moment donné, j'ai eu envie de faire les images que j'avais envie de voir. Et ça, je pouvais pas les faire avant, sans que je croise l'intelligence artificielle. Et la vraie différence, je dirais que en photographie, je sais pas, on pense des images, parfois on pense des séries, mais la photographie, on pense une série. L'intelligence artificielle, on pense un monde complètement différent, un monde imaginaire qui n'existe pas, qui est vraiment encore autre chose, c'est un univers. Je sais même pas si je peux appeler ça série, quand je fais en tout cas une série en IA, pour moi c'est plus un monde, c'est un univers, et je le pense au global. C'est pas image par image en fait, c'est un monde global. Et ça se compose avec plein d'images. L'art total dont on rêve en fait. C'est vraiment un miroir de mon imaginaire. Ça m'a ouvert il y a des fenêtres et des portes dans mon cerveau de plein de choses que j'ai dû emmagasiner. De la vie, des voyages, des expositions, de ce que j'ai fait professionnellement. Et puis voilà, ça a fait former des mondes qui étaient dans ma tête, mais j'avais pas la porte pour les ouvrir et pour pouvoir les transposer en images. Et c'est vraiment cet outil, mais honnêtement, moi je l'ai toujours rêvé, quoi. J'en rêvais. Mais alors, peut-être aussi un peu de psychanalyse dans tout ça. Oui, certainement. Ouais. Si ça permet de faire remonter l'inconscient comme ça. Certainement, mais je crois que d'ailleurs, c'est de l'art-thérapie. Hein, là, moi, ça me fait du bien. Hein. Alors peut-être qu'à un moment, ça va s'arrêter, mais là, c'est comme un torrent. Hein, que c'est quelque chose, ça se déverse. Alors par moment avec des interruptions, mais je sens que déjà, ça me fait un bien fou, un plaisir fou, et ça libère vraiment plein de choses que j'avais en moi, et tout ça brique, quoi. C'est comme je sais pas si on peut dire pixels ou des grains, mais c'est comme des milliers de petits grains qui composent des images dans mon cerveau et qui sont transformés par ce robot qui les révèle. Mais à ceux qui ont peur d'être dominés par la machine, je pense qu'on en est encore loin et que pour l'instant, l'IA sans l'humain et sans la créativité, c'est vraiment rien. Tous les fondements intangibles de l'art sont toujours là, quel que soit le médium utilisé, je pense. J'ai jamais fait de barrière entre les médiums. Et je pense que ce qui compte, c'est tant qu'il existe, on va dire, l'idée, l'aspiration, la création et l'émotion, quel que soit le médium, ça fonctionne. Ça m'intéresse pas tellement de savoir comment c'est fait et comment c'est créé, mais quand je vois une œuvre et qu'elle me crée un choc émotionnel, c'est ce qui m'intéresse, c'est tout. Le reste, on peut me raconter la technique et tout, peu importe, quoi. Que ça soit fait en photo, que ça soit fait en IA, que ça soit fait à la main, que ça soit fait en sculpture, que ça soit fait... peu importe.
Dernière question, alors Tangerine Dream, il y a du rêve, le voyage imaginaire d'Ibn Battuta, il y a de l'imaginaire, et le réel dans tout ça. Alors il y a Picasso qui vit une phrase que j'aime beaucoup et qui traduit un peu tout ça, qui dit tout ce qui est imaginé est réel. Et pour moi c'est ça, à partir du moment où on l'imagine et qu'on a transmis cette imagination sous forme d'art, ça devient réel. C'est-à-dire que ces personnages que j'ai créés, ils sont réels. Bon, alors tu crées un réel, d'accord, mais alors ce réel dont parle Lacan, contre lequel on bute, il est où? J'ai du mal à répondre à cette question, elle est complexe. Est-ce que tu as vraiment besoin de cet d'échappatoire? Moi, en tout cas, oui, c'est ma nourriture. C'est ma nourriture céleste. Mais autant ce que je crée que ce que les autres créent. C'est-à-dire que sans art, je crois que je serais mort. Je serais mort intérieurement, ou si ça n'existait pas, je pourrais pas vivre. C'est une nourriture. Et Tanger aide aussi à nourrir? Ah ouais, Tanger nourrit bien. Vraiment, c'est très comestible, c'est très inspirant. J'ai vraiment beaucoup voyagé. C'est vraiment une de mes villes préférées, quoi. C'est dans le top 3 des villes qui sont chères à mon cœur. Et pourtant, j'y suis pas venu énormément. Mais je sens qu'on va te revoir. Oui, ça c'est sûr. Oui, maintenant je suis sûr que c'est devenu un rendez-vous et je suis certain que je vais revenir. Travailler sur d'autres séries autour de Tanger. I am the passenger and I ride. Ce 44e épisode des Passagers de Tanger était consacré aux photographes et réalisateurs pour la publicité, Dior et LVMH notamment, et des programmes culturels principalement commandés par le Centre Georges Pompidou, Jean-Marc Gosse, formé à l'Institut Lumière, qui se transforme en Monsieur G lorsqu'il devient artiste. C'est ce dernier que la Galerie Conil, Laurent Ferrier de l'Instinct Créateur, la maison d'hôtes Sabas House et l'administration du port de Tanger-Ville ont invité pour être l'artiste central du premier festival Ibn Battuta des arts numériques. Monsieur G a donc accroché pour quelques mois ces images fantasques et baroques, travaillées à la photographie et à l'intelligence artificielle, dans le tout nouvel espace du musée Ibn Battuta à Borj Naham, dans la Casbah de Tanger, où longtemps l'inspection des monuments historiques avait ses locaux. Un lieu sublime pour une exposition intrigante. Ibn Battuta, le voyage imaginaire, est la deuxième série que Monsieur G réalise sur Tanger après Tangerine Dream et parmi un total de 5 séries de travaux à ce jour. L'entretien a été réalisé en mai 2025 à Sabas House. Merci à Royal Amin et Youssef El-Bakkali pour leur généreux accueil, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Jajouka de Bachir Al-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajouka par The National Fanfare of Kadebostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pijard et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation par Los Colorados.